présentation de toutsurlehockey.com. « 19 mai 2022, bienvenue dans ce nouvel épisode du TSLH Podcast. Un épisode à saveur québécoise aujourd'hui parce que moi et Pascal, on vous présente nos top 10 des meilleurs espoirs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Un texte que j'ai déjà sorti sur le site Tout sur le hockey, donc ceux qui ont déjà lu le texte, il n'y aura pas de surprise. Mais Pascal par contre, nous a gardé la surprise pour le podcast. Donc, il va nous présenter son top 10, puis par la suite, la version écrite va être disponible sur le site web. Je vous rappelle que le podcast est une commandité. Ça va bien ce soir, mon Pascal. J'ai été une semaine sans animer, hein, fait que là, il faut que je m'en rôde un peu, là, parce que le dernier épisode, c'était Deso du podcast à relève qui l'animait. Très bon épisode, d'ailleurs, je vous conseille d'aller l'écouter. Ça a été vraiment plaisant. Oui. Fait que, bref, je vais repogner mon rodage un peu, t'inquiète pas. Fait que je disais que l'épisode était commandité par Barbe Noire. Barbe Noire, aujourd'hui, Pascal, là, j'ai mangé les ailes de Barbe Noire. Puis là, j'ai l'air d'avoir tout préparé ça, puis tout ça, là, mais... Barbe Noire, ce qui est cool, là, ce que j'ai remarqué, là, c'est que les ailes, t'as comme le morceau aile puis le morceau pilon, tout attaché d'un bout. C'est vraiment une vraie grosse aile. Fait en plus de remplir ton bedon avec des produits de qualité, Barbe Noire va sauver ton couple parce que tu t'ostineras jamais entre un pilon ou une aile avec ta conjointe ou ton conjoint. C'est bon. On remercie Barbe Noire pour ça. On remercie pour les commandites qu'il offre pour le podcast. Podcast qui est disponible également sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast, je vous le rappelle. iHeartRadio aussi, Amazon, Deezer, Google Podcast. YouTube. Et YouTube, évidemment, en format vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne parce qu'il y a du contenu vidéo concernant le repêchage qui s'en vient. Pascal va continuer ses profils vidéo. Puis, on a Sébastien du TSLH Espoir qui va sortir très bientôt son top 32 en format vidéo. Il va présenter sa liste en format vidéo sur notre chaîne. Fait que, si vous le suivez sur Twitter, si vous suivez son contenu qu'il publie sur le site, son top 32 va être disponible sur notre chaîne YouTube très prochainement. Et il me dit la longueur de son vidéo, puis ça va être du contenu. Ah ouais? J'en dis pas plus. Mais, OK, parfait. C'est plus que nos épisodes habituels. Il y aura moyen de couper ça en différentes écoutes pour les gens qui écoutent à la maison ou dans leur véhicule ou peu importe. All right, fait que top 10 de la LHJMQ. On va commencer d'abord par des mentions honorables. On en a quelques-unes. On ne s'éternisera pas non plus là-dessus. Moi, de mon côté, comme on se parlait avant d'enregistrer, Pascal, j'ai gardé mes mentions honorables pour les double overagers. Donc, j'ai mis Théo Rochette, puis j'ai mis Miguel Tourigny dans mes mentions honorables. La raison pourquoi je les ai placés là, c'est que je trouvais ça plate un peu de prendre un rang de mon top 10 pour aller mettre un gars que son développement est vraiment plus avancé qu'un joueur admissible cette année ou peut-être qu'il est à sa deuxième éligibilité, on ne sait pas. J'ai des joueurs comme ça dans mon top 10. Fait que c'est pour ça, Théo Rochette, c'est un gars que j'ai suivi beaucoup cette année avec les Remparts. Miguel Tourigny, je l'ai regardé un petit peu sur Instat, puis en indirect aussi. C'est deux joueurs que je pense que si plusieurs équipes s'intéressent à leur service pour la Ligue nationale, ça pourrait être des gars qui seraient choisis au repêchage. Encore là, s'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont choisies, ben, ça ne me surprendrait pas qu'ils reçoivent des invitations là,
au lendemain du repêchage, à la limite. Ouais. J'avais mis aussi Tourigny dans mes mentions honorables. Il y a le talent. Le talent est là. C'est vraiment le gabarit là, qui suit pas, si on, si on peut dire. Mais je pense qu'il peut viser un contrat CHL ou bien AHL l'année prochaine sans problème. Puis pour Rochette, je pense qu'il a déjà signé un contrat en Europe, genre avec Lausanne, si je me souviens bien. Ben, en fait, En Suisse, mais il attend de voir ce qui va se passer avec le repêchage, puis c'est incomprenable. ouais, c'est ça. Ben, ce qui s'est passé avec Rochette, c'est que c'était dans les livres qu'il allait signer pour Lausanne. C'était déjà connu. Mais c'est Kevin Dubé qui rapportait ça dans un texte, je crois. Il mentionnait que Lausanne était dans leur période de vente de billets de saison. Donc, ils ont profité de l'occasion pour annoncer la signature de Théo Rochette. Sauf que dans le contrat, c'est vraiment spécifié que la Ligue nationale ou la Ligue américaine va être prioritaire. Donc, s'il est repêché ou s'il y a une invitation au camp, ben, il n'ira pas à Lausanne là, pour l'instant. C'est pas mal ça. J'ai mis aussi Marcus Vidicek dans mes mentions honorables. On va peut-être en parler plus tard, on verra. Mais c'est pas un gars que j'ai placé dans mon top 10. C'est pas parce qu'il n'est pas talentueux, mais je le trouve pas assez efficace à 5 contre 5. Sinon, Nix Fenenko, belle progression cette année, mais il n'a pas fait la cote à cause de tous les petits problèmes qu'il y a avec la rondelle, la vision du jeu. L'adaptation a été difficile. Peut-être que l'année prochaine, ça va bien aller, puis je le repêcherai plus à 19 ans que là, mettons. Et Samuel Savoie. J'aime bien le style guerrier et tout, mais je ne sais pas si ça va se transposer dans la salle de hockey. Je l'ai écarté. Samuel, c'est un gars qui a passé très près d'être dans mon top 10. J'aurais pu le mettre dans les mentions honorables rendu là, mais comme on se disait, je voulais pas non plus mettre les joueurs que j'avais regardés pour mon top 10 puis que finalement, ils n'avaient pas fait la cote. Je voulais pas nécessairement les mettre de façon automatique dans mes mentions honorables. Samuel Savoie, c'est un gars que j'aime bien l'énergie qu'il dégage sur la patinoire. Puis ce que j'ai remarqué aussi, là, ça a l'air niaiseux, mais je ne sais pas si tu te souviens, la première victoire d'Eve Gascon dans l'équipe, dans la LHMQ, en fait, c'est un moment historique. Puis Eve est revenue dans le vestiaire, puis les gars l'arrosaient, puis ça, puis c'était un peu le party. Puis t'avais mon Savoie qui sautait partout, il avait l'air tellement heureux, puis ça, tu voyais que c'était sincère, tu voyais que c'était authentique, puis il est allé faire une grosse colle, puis tout ça, puis après ça, il tapait dans la main de tout le monde. Fait que, tu sais, moi, c'est cette attitude-là, je la ressens aussi sur la patinoire. Il a l'air d'un gars enjoué, il a l'air beaucoup d'avoir de l'énergie positive. Ouais, ça. Mais c'est ça. Je trouve qu'il s'implique dans le jeu. C'est un gars qui fait un bon échec avant. Un talent offensif peut-être effacé à cause du rôle qu'il a à jouer dans l'équipe. Mais de là à le projeter dans un top 10, de là à le projeter dans la Ligue nationale, je pense vraiment pas. C'est un petit joueur, puis un excellent joueur junior, mais qui, tout dépendamment de sa progression, à ce moment-ci, je le vois pas encore professionnel. Avec la CHL, que ça prend juste 2 ans avant de signer un joueur pour perdre ses droits, ben, c'est le genre de joueur que, comme Xavier Simoneau, comme Raphaël Harvey-Pinard, tu le laisses dans la JMQ quelques années. Puis si vraiment sa progression va super bien, mais tu finis par le repêcher ou bien donner une invitation. C'est juste ce genre de joueur-là. Il grandit. Ouais. Je vais commencer par mon 10e, Pascal, parce qu'on en a parlé. Moi, au 10e rang, j'ai Marcus Vidicek, le joueur des Moussets d'Halifax. Je disais que j'hésitais avec Samuel Savoie. Il y avait aussi Johan Loshing que j'ai hésité à mettre aussi dans mon top 10. Mais finalement, j'ai placé Vidicek parce que on le regarde depuis l'année passée. L'année passée, on regardait l'heureux, fait que par la bande, on a vu un peu Vidicek. Je trouve qu'il a progressé tranquillement, pour ne pas dire que c'était très stagné comme progression. Mais ça reste un joueur que je vois comme un bon complément, peu importe avec qui il va jouer. Il va être capable vraiment d'être. C'est un gars qui est assez polyvalent, puis je pense qu'il va être capable d'apporter quelque chose sur un trio, peu importe qui joue avec. Puis en avantage numérique, je trouve qu'il fait un bon travail. Puis c'est un
c'est ça, c'est un joueur qui est polyvalent, il est bon dans plusieurs aspects du jeu. Fait que j'y ai réservé le top, la 10e place dans mon top pour ça. Mais il y aurait eu la 11e place si j'avais fait un top 11 à la place d'un top 10. Là. Parce que, c'est ça. En avantage numérique, c'est vraiment là que sa production va ressortir parce qu'il y a vraiment une bonne vision du jeu. 5 contre 5, c'est vraiment un gars d'énergie, je trouve, mais pas physique, mais plus, il va dans le fond de zone, il est tannant, il met de la pression sur l'adversaire, aller chercher les rondelles et tout. C'est ça, c'est intéressant pour les joueurs talentueux comme Dumais ou tout. Là. Fait que dans le junior, c'est intéressant. Dans le national de hockey, j'ai la misère à le projeter vraiment. On verra que c'est en progression, mais je suis pas mal sûr qu'il va se faire repêcher cette année. Il y a quand même du talent et des checks. C'est pas un problème à ce niveau-là. Puis il est dans une bonne organisation aussi. Je te dirais que pour terminer avec Vidicek, je te dirais que je suis d'accord avec toi. J'ai de la misère à le voir transitionner vers le hockey professionnel au centre. Fait que peut-être qu'il va switcher à l'aile éventuellement s'il y a transition, il y a. Puis au niveau du repêchage, moi, je ne le voyais pas sortir avant la 5e ronde. Fait que j'y vois un peu d'une projection là, qui est plus un feeling, qui est plus une évaluation par rapport à ce que je vois des autres. Là, mais c'est pas mal ça pour Vidicek. La cohorte n'est pas élite là, cette année. Il y a une belle profondeur quand même de joueurs d'énergie, de joueurs de profondeur, mais il y a quasiment personne qui est un surshot, là, sauf, mettons, gaucher. Là. Il n'y a personne qui est vraiment sûr d'atteindre la Ligue nationale de hockey, qui dit avoir un impact. Ouais. Fait que, c'est ça. All right. Fait que, au 10e rang, toi, tu y vas avec qui, Pascal? C'est qui t'a placé? Un gars que il est à sa 2e année, 3e année d'éligibilité. Il a été disponible en 2020, en 2021. Et il n'a pas été repêché. Probablement pour les mêmes raisons. Il a toujours joué pour des équipes un peu moribondes, pour l'Armada et pour le Drakkar. Puis à chaque fois qu'il est sur la glace, je trouve qu'il donne une chance à son équipe de gagner. Mais son équipe n'est pas bonne, fait que ça aide pas. C'est Oliver Adam. Ou Olivier, ouais, Olivier Adam, le gardien de but. C'est Olivier, pas Oliver. Gros gars, 6 pieds 3, 180 livres environ. Très athlétique. Je le trouve stoïque devant son net. Mais c'est sûr que des fois, il va avoir des mauvaises performances. Mais ces équipes, c'est tout le temps difficile. C'est quelque chose, ces équipes-là. Surtout Drakkar, cette année, c'était quelque chose. Là. Mais bon, bref. Personnellement, je ne suis pas un expert de gardien de but. Mais ce gars-là, je sais pas, j'ai vraiment aimé ça, le regarder jouer dans les 2-3 dernières années que j'ai vraiment remarqué son jeu. Puis le dernier match que j'étais allé, l'avant-dernier match que j'étais allé au centre Georges Vezina, il avait tenu son équipe deux périodes, puis après ça, ils se sont effondrés, mais c'était pas de sa faute, sérieusement. Fait que non, je l'aime bien. Moi, c'est pas un gars que j'ai regardé cette année. Je suis pas allé à aucun match des Remparts contre le Drakkar. Là, fait que c'est pas un gars que j'ai dans mon top, assurément. T'es pas allé avec ton frère? Non, mon frère est allé, par exemple. OK. Puis il m'avait envoyé une photo du gardien, puis on était dans une discussion de hey, j'ai un gars que tu t'attends pas là, dans mon top 10, puis ça s'est adonné que c'était lui. Fait que c'était drôle. Parfait. 9e rang, moi j'ai Maxime Barbachev. Attaquant allié gauche des Wildcats de Moncton. En fait, il s'est classé au 9e rang, puis c'est un peu par chance, là, si on veut. Là, c'est que Simon m'avait parlé de Loshing. Fait que je suis allé chercher des matchs des Wildcats pour regarder Loshing. Puis finalement, j'ai plus aimé sur le prototype de Barbachev que Loshing. Je trouvais que c'était un prototype qui pouvait se transitionner mieux vers la Ligue nationale que Loshing, qui est un petit joueur de finesse, d'énergie, encore une fois. Mais c'est encore difficile de départager entre est-ce que c'est juste un joueur junior ou un joueur qui peut potentiellement atteindre la Ligue nationale. Barbachev, il a le gabarit. Il est capable de marquer des buts aussi dans les endroits vraiment proches. Quasiment tous ses buts sont dans l'enclave ou proches du gardien de but. Puis c'est pas parce qu'il y a un mauvais tir. Il n'y a pas un mauvais tir. Là. Fait que, il va sauter sur des rebonds. Il va être présent devant le gardien de but. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a séduit dans son jeu. Bien, évidemment, il est 9e dans mon top 10. Puis, tu sais, dans ma liste finale, il ne sera pas classé. Là, je veux dire, j'en classe 50. Puis, ça se peut que j'en classe 64. Là.
Fait que, tu sais, Barbashev ne sera pas classé dans ma liste finale. Mais tu sais, c'est un gars que je vois un peu à l'image de Vidicek, là, sortir autour de la 5e ronde, peut-être la 4e. C'est un gars qui a eu une fenêtre d'opportunité en allant au Top Prospect Game, qui a été vraiment transparent. Là, on ne l'a quasiment pas vu de la game. Mais il était là. Fait qu'il a pu au moins s'entretenir avec des scouts. Ça fait de même. C'est une fenêtre d'opportunité que certains n'ont pas eu. Fait que, je ne serais pas surpris qu'ils soient repêchés pour ça. J'ai pas à regarder beaucoup les Wildcats de Moncton cette année. Donc, ces deux-là, Lushing et Barbashev, j'avais des visionnements croisés avec eux autres. Fait que c'est pas des gars que je pourrais te décrire à fond. Mais ce que j'ai remarqué justement de Barbashev, c'est pas un mauvais gabarit. C'est un gars qui joue un peu, pas nécessairement robuste, là, mais qui joue en ligne droite. Là. Fait que c'est la seule affaire que j'avais, fait que je l'ai pas classé. Puis je te dirais que c'est drôle, j'étais content, je fais une parenthèse, mais en regardant les matchs de Lushing puis de Barbashev, il y avait un joueur qui m'était comme tombé dans l'œil un peu. Là. Puis là, j'essaie d'aller chercher son nom là, parce qu'il vient de signer avec les Pingouins. Là. C'est le meilleur marqueur de l'équipe. Je pense qu'il a 20 ans. Puis je m'en vais juste voir là, en même temps. Là. Puis je regardais son jeu, puis je trouvais qu'en possession de rondelle, il était vraiment bon, puis tout ça. Mais là, je m'en vais regarder son âge. Bon, il n'est pas éligible. Je ne le regarderai pas tant que ça. Là, j'essaie de gagner du temps parce que je m'en vais checker c'est quoi son maudit nom. Brooklyn Kalmikov. Kalmikov, ouais. Fait que quand j'ai vu son jeu sur la glace, puis son nom, j'étais comme, ouais, et Criff, il est pas pire. Puis les Pingouins l'ont signé. Yes, sir. C'est vrai qu'il y a quand même un nom cool. Kalmikov. Ça sonne. Brooklyn Kalmikov. C'est ça qui est important dans le scouting, hein, c'est le nom. Exact. Moi, 9e, j'ai un défenseur des Tigres de Victoriaville, Pierre-Olivier Roy. Un gars vraiment safe sur la glace. Tu sais, oui, il n'a pas un gros gabarit, mais ses décisions sont bonnes. Là. Il envoie tout le temps la rondelle en sécurité dans sa zone. Ça, j'ai vraiment aimé ça de son jeu. Il y a déjà le A sur son chandail. Donc, très utile à son équipe. Pas la meilleure des équipes, mais quand même vraiment pas mauvais. L'année passée, il s'était rendu loin. Il avait eu une blessure sur sa première paire, puis s'était ramassé avec vraiment plus de rôle en défensive pendant les séries puis, contre Val d'Or. Et il avait vraiment bien fait. Fait que l'année passée, je l'avais remarqué. Là, cette année, il a juste continué dans la même veine, prendre de plus en plus de responsabilités, bonne mobilité aussi. Tu sais, c'est pas explosif là, pour la Ligue nationale de hockey. C'est sûr qu'il va falloir qu'il ajoute de la puissance dans ses jambes. Mais non, je ne déteste pas le petit Pierre-Olivier Roy. Ça, c'est-tu ton. C'est Jacob Dion de Drummondville l'année passée que t'aimais bien? C'est C'est ton Jacob Dion. Dion, c'est là 2 ans, ouais. Mais bien, mais sa technique de lancer était tellement bizarre, en tout cas. Mais c'est le genre de gars, justement, que t'attends jusqu'en fin, quand il a 20 ans, puis au pire, tu lui donnes un contrat de Ligue américaine. Donc, toi, je pense que tu ne l'as pas regardé jouer, Roy? Non, Si non, moi, je ne l'ai pas regardé cette année. 8e rang, j'ai Antonin Véro. Ouais, moi aussi. OK. Ouais, c'est prototype de Québécois. Un petit gars qui a beaucoup de caractère, qui joue, ça fait mal, amène beaucoup d'énergie, il semble être un bon leader aussi. Donc, je déteste pas son lancer près du filet également. Un gars qui est capable de la mettre top net et tout. Donc, non, j'aime bien son prototype, mais c'est ça, il est petit. Je ne sais pas s'il va être repêché, là, mais il est quand même haut là, dans les listes. Dans certaines listes, pas de deuxième ronde, là, mais on le voit des fois top 90, donc assez intéressant pour lui. Je suis entièrement d'accord sur tout ce que tu as présenté concernant le profil de Véro. C'est un gars qui a une bonne vision. Il n'y a rien d'élite dans son jeu, ni d'excellent, mais il est efficace. Je vais plus y aller sur la progression, je te dirais. Au début de l'année, c'est un gars que j'aimais bien quand même, Antonin Véro. Puis j'ai l'impression que plus la saison avançait, plus que c'était difficile dans son cas. Je sais pas s'il essayait d'en faire trop. Au Top Prospect Game, il a connu un bon match, tout ça. Fait que c'est un gars qui est capable de répondre à la pression. Mais les derniers matchs que j'ai regardés dans la GMQ, notamment contre les Remparts, je trouvais qu'il y avait de la misère à déborder Komarov, là, qui est genre le 5e, 6e défenseur des Remparts, qui n'est pas super mobile et qui n'est pas très rapide. Là. Fait que
j'étais comme, tu sais, t'es un petit joueur, là, t'es censé, normalement, dans la LHJMQ, être capable de déborder les 5e, 6e défenseurs assez aisément. Fait que, tu sais, si t'es pas capable, tu sais, ça va être quoi quand tu vas arriver contre un, Crevier ou Nas contre les Remparts? Là, c'est les exemples que je donne. Ça peut être contre n'importe quel défenseur de qualité dans la ligue. Fait que ça m'a dérangé un petit peu, je te dirais. Puis c'est un gars qui aurait pu être plus haut dans mon top 10 en fonction de ce que j'ai vu cette année, au début de l'année, je veux dire, mais j'ai pas apprécié sa progression pendant la saison. C'est pour ça qu'il a descendu. Puis l'année passée, il a gagné, si je me souviens bien, meilleure recrue offensive. Il Ça se avait peut, je sais pas. il avait quand même bien produit et tout. Puis cette année, moins bien été. Donc, non, c'est sûr que niveau progression offensif, ça a été moche un peu. Mais j'avais lu dans un article que ça a été vraiment difficile pour lui jusqu'à la pause. Là. Pendant la pause, il s'est comme ressaisi. Puis OK. il a bien terminé la saison. Sa production offensive est vraiment bien finie. Là. Mais c'est sûr que l'année prochaine, il va falloir qu'il se reprenne en main dès le départ. Peut-être qu'il s'en mettait trop, comme tu dis. Ça se peut très bien. 7e rang, j'ai un défenseur gaucher qui est à sa 3e année dans la ligue. Puis il connaît une saison offensive. C'est un défenseur, mais il connaît une saison offensive vraiment intéressante en étant dans la pire équipe de la ligue. Et j'ai nommé Jérémy Langlois. C'est un défenseur de bon gabarit quand même. Je trouve qu'il est assez mobile aussi. Peut-être pas vers l'avant, parce que c'est pas le gars le plus explosif avec le meilleur patin vers l'avant. Puis, je te dirais, Pascal, il me fait penser dans sa technique de patin, puis oui, aussi dans sa chevelure, là, je tiens à le spécifier, là, mais il me fait beaucoup penser à Connor Geeky dans la façon qu'il patine avec la rondelle. C'est pas un gars qui est explosif, Un gars mais d'épaule. il est quand même assez efficace, puis c'est ça, il est carré, tu vois qu'il est, c'est lourd là, quand il patine, mais de façon, sur ses déplacements latéraux sur la ligne bleue, puis son déplacement arrière, j'ai l'impression qu'il est plus fluide comme ça, il est plus mobile comme ça. Ça bleu, là, il est vraiment capable, là, son edgework, il est vraiment bon pour un gars de son gabarit. Puis pour un gars que vers l'avant, c'est pas un patineur élite. Là, fait que je trouvais ça intéressant. Puis, il y a 13 buts, il y a 47 points en 60 matchs, puis il doit être genre moins 40 à peu près. Ça n'a aucun bon sens. Là. Les Screaming Eagles là, à Cap-Breton, c'est la pire équipe de la ligue. Là. Fait que le gars, il est tout seul dans son équipe. Puis, mais c'est ça, c'est vraiment un prototype intéressant. Je le vois quand même partir autour de la 3e, 4e ronde, honnêtement. Ça ne me surprendrait pas. Je ne tomberais pas en bas de ma chaise s'il sortait aussi haut que ça. Il y a peut-être juste son petit manque d'anticipation en sortie de zone là, que j'aime moins. Là. Des fois, ça coûte cher. Là. La prise de décision est lente, fait que la pression s'en vient de l'absorber, puis il fait une passe n'importe où. Là. C'est ce qui m'a empêché de le classer. C'est vrai? Ouais. C'est pas parce que je le trouve pas bon, parce que dans les premières games que j'avais vues, parce que justement, tu m'avais dit, il était dans les meilleurs de la GMQ, fait que j'étais allé le voir. Il y a l'âge, puis il y a le fait que malgré son âge, il avait de la misère des fois à deviner le déploiement adverse, fait qu'il prenait une seconde de trop. Ça se travaille, là, c'est pas un problème. Mais non, je ne l'ai pas classé, le petit Langlois. Ben, tu vois, moi, je veux pas l'excuser totalement parce que oui, il se doit d'avoir des meilleurs reads sur les sorties de zone, mais il y a plusieurs fois qu'il y a eu des jeux avortés, puis j'ai fait, man, il n'y a personne. Non, Il n'y a ça, il n'y a personne à personne. passer. Fait que Ouais, là, tu sais, à un moment donné, j'y remets la responsabilité. Là. Je ne veux pas y en enlever à 100%, mais il est dans un contexte difficile, puis j'ai choisi de faire confiance en ce contexte-là pour le classer, là, justement. c'est pas faux. Il y a un contexte. D'accord avec toi. Moi, au 7e rang, j'ai un des espoirs, un des premiers espoirs que j'ai remarqué quand j'allais voir des matchs au centre Georges Vezina. Pas un gars des Saguenay, un gars de l'Armada, Alexis Randron. On prend mon accent du Lac-Saint-Jean. Alexis Randron.
c'est le premier match que j'ai vu, il y avait Tourigny encore dans l'Armada, puis il y avait lui. Puis ça allait pas bien pour l'Armada. Il était frustré. Toute l'équipe, là, ça allait vraiment pas bien. Tu avais Tourigny qui amenait tout le monde un peu négativement parce qu'il était très, très, très chialeux sur la glace envers tout le monde. Mais il y a juste Gendron qui continuait à jouer de la bonne façon. Puis oui, il y avait de la frustration, puis il allait un peu trop loin des fois, mais ça, c'était du caractère. C'était de l'émotion qui n'était pas tournée vers la frustration négative puis du bourrassage. C'était vraiment plus vers l'adversaire. Il en donnait un peu plus que le client demandait le long des rampes, puis c'est bien correct. T'es frustré, ben vire ça vers l'adversaire en jeu hockey et non pas après le sifflet ou bien avec tes bras et tout. 30 buts cette année. Donc, il y a quand même une bonne année avec l'Armada. Mais avec l'Armada, c'est pas une grosse équipe là, cette année. Surtout avec la perte de Tourigny, ça fait mal pareil. Puis Adam aussi les dernières années. Donc, non, j'ai bien aimé son jeu. C'est pas un gars nécessairement défensif non plus, mais une bonne mobilité, capable de. En fait, un de ses jeux de prédilection pour scorer ses buts, c'est quoi? C'est de contourner le défenseur et de couper au net. T'sais, à la Richard Zednik avant qu'il se fasse McSorley la tête. Donc, non, sérieusement, j'ai bien aimé. Il m'est tombé dans l'œil. C'est un gars que j'aurais pas peur de repêcher pendant tout, comparativement, mettons, à Vero, que j'avais des petits doutes. Lui, je le prendrais à partir de la 5e ronde, peut-être, là, sans problème. Alex Blais aussi, des Saguenayens, mais il y a eu trop de blessures pour que. Ouais. Il est trop frêle pour que je le classe. Mais un 6-7e ronde, ça ne me dérangerait pas. Mais petit astérix à côté de son nom. Là. Mais Alexis Gendron, cette année, non, j'ai bien aimé son profil et ce qu'il est capable d'amener à son équipe. Au 6e rang, moi, j'ai un défenseur droitier que tu aimes particulièrement. Puis je l'ai mis en avant. Tu sais, c'est ça, dans mon top, je l'ai mis en avant de l'Anglois, mais c'est un gars que je projette de sortir au repêchage peut-être un petit peu plus loin que l'Anglois. Tu sais. Fait que c'est pour dire qu'une liste, là, je le rappelle parce qu'on dirait que sur Twitter, je le dis à tous les jours, là, mais une liste, c'est pas de deviner où les joueurs vont sortir. Tu sais. Moi, le joueur que j'ai au 6e rang, c'est David Spacek. Et David Spacek, j'aime mieux le prototype que Jérémy Langlois, mais c'est sa 2e année de repêchage. Fait que c'est pour ça que je le projette peut-être qu'il va sortir plus loin que d'autres défenseurs, que d'autres attaquants. Mais je l'ai en haut de Véro, je l'ai dans mon top. T'sais. Fait que, parenthèse fermée sur l'aspect liste. Spacek a réussi son pari. Puis je suis sûr qu'on va reparler là, parce que tu l'as toi aussi dans ton top 10. Je l'ai 6e. Bon, ben regarde, parlons-en. Parlons-en. Ouais. Non, il a réussi son pari, lui-là, de s'en venir dans la LHJMQ pour justement se donner une chance d'être repêché cette année. Là. Ah ouais, puis tu sais, c'est comme tu dis, il a vraiment bien réussi. Puis oui, il est tombé dans une équipe un peu étonnante, avec Joshua Roy et Xavier Parent, ça a vraiment bien été. Ouais, Il y avait une belle chimie sur l'avantage numérique, même à 5 contre 5, les trois ensemble, l'unité de 5 avec Anctil aussi. Puis c'est pas le gars, c'est pas un gars déceptif, c'est pas un gars trompeur qui va faire tout le long de la bleue pour tromper ses adversaires. Il n'y a pas besoin de le faire. Non. Il a juste besoin de distribuer la puck intelligemment, puis de juste s'occuper des détails. C'est exactement ça qu'il faisait comme son père faisait en fin de carrière. Super bien. Donc, lui, je suis capable de le projeter dans le Canada hockey, dans un rôle de profondeur. 6, 7e défenseur, peut-être 5e si tout va bien. Mais il y a l'aspect physique qui n'est pas là, vraiment. Mais l'aspect décisionnel est vraiment là. La rondelle est tout le temps en sécurité avec lui. C'est le genre d'affaire que j'aime beaucoup d'un défenseur de profondeur. Peut-être que ça serait. Si c'était l'année passée, peut-être qu'il aurait été 10e dans ma liste. Là, parce que justement, c'était un peu mieux comme cohorte l'année passée ou en 2020. Mais là, cette année, c'est un peu plus faible, donc il se ramasse 6e. Rappelle-moi, Spacek, il jouait, je ne sais pas s'il était au courant. L'année passée, il jouait où? Il jouait-tu dans USHL ou il était en Tchéquie dans son pays? Il me semble qu'il était en Tchéquie ou bien il n'a pas joué pendant tout. Ça se peut. Puis, je vais continuer là, sur Spacek. Là. Moi, en fait, je trouvais que dans les défenseurs que j'ai dans mon top, c'est probablement le gars qui a le meilleur tir. Oui, c'est pas son lancer frappé, je l'ai vu en action là, au centre d'Autron. Puis, pour vrai, là, très violent là, comme tir.
j'irais pas jusqu'à dire que c'est un tir à la Jirichek, parce que Jirichek, c'est un lancer frappé Ouais, élite, c'est un Lucas, là. plomb. Mais Spacek, il donne pas sa place là, en termes de tir. Puis justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas son seul arsenal. Il est capable aussi de distribuer la rondelle comme du monde, puis de feeder des gars de talent comme Joshua Roy puis Xavier Parent. Puis ce que j'aime bien de son tir aussi, c'est qu'il est pas tout le temps obligé de la snapper. Hein. Des fois, il va juste toucher le net puis il va Ouais. avoir des déviations. Il est capable de juste savoir quand est-ce défoncer le gardien de but ou bien juste créer du chaos en avant du net. Ça c'est tout le temps bien. L'année passée, il a joué en Tchéquie OK. 10 games, puis international 7 games. Fait que, il n'a pas joué l'année passée Ouais, c'est quasiment. ça. Fait, il Ah, pouvait c'est pas se tout faire qu'un repêcher. move. C'est tout qu'un move qui a fait de venir dans le circuit Courtois, là, honnêtement. Puis je pense que justement, il va être repêché cette année. Oh, ouais, je suis sûr, certain. Je Je le suis sûr qu'il projette va se faire autour. repêcher. Tu sais, moi, honnêtement, à partir de la 4e ronde, s'il y a une formation qui repêche David Spacek, c'est un choix complètement appréciable, là. Sérieusement. Puis ça J'ai m'a l'air rien à d'un dire. bon kid aussi. Ouais. Selon moi, c'est un gars professionnel tu sais, qui fait ce qu'on lui dit puis qui est très coachable. Là. Si tu le vois, ça glace. Ça, tu sais. On le voyait l'année passée pour Joshua Roy, c'était un peu moins ça. Mais lui, cette année, on le voit qu'il a de l'air facile à coacher. Il fait ce qu'il a à faire sur la glace. 5e rang, c'est là que le fun commence. Ouais, c'est là que le fun commence. Est-ce que tu le fais ou je le dis en premier? Bon, je sais pas. Je sais même pas si on a le même. Je connais pas ton top 10. Fait que vas-y, puis. Ouais. Je l'ai mis là, OK? Il pourrait être plus haut. Mais j'ai la misère avec sa vision offensive. J'ai mis Noah Warren. Ah! Warren. J'ai mis Noah Warren au Hey, j'étais 5e pas rang. prêt à ça, là. Ouais, je t'explique. Warren, là, comparativement à peu importe qui j'ai avant lui, je le prendrais plus que les autres, mais je le prendrais pas en 2e ronde. Je le prendrais en 3e ronde. Mais les autres, ça me dérangerait pas de les prendre en 2e ronde. Même si ça me ferait un peu plus chier que Warren en 3e ronde. Fait que j'avais comme, tu sais, en élaborant ma liste, j'étais comme, je mettrais bien Warren 2e sur ma liste ou 3e, mais je le prendrais en 3e ronde, tandis que les autres, je les mettrais en 2e ronde. C'est comme, non, j'ai pas le choix de le mettre en bas de ceux-là. J'aime beaucoup Warren, on en a déjà parlé. Très physique, bonne attitude, bonne mobilité. Je déteste son tir. Tir des savons, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime beaucoup. Talent offensif inexploité, je ne sais pas si ça va se développer. On verra. Il est dans une bonne équipe pour le faire. Gatineau, les Olympiques, en tout cas, selon moi, est une très bonne équipe pour le développement. Donc, j'ai hâte de voir. Puis là, avec l'équipe qu'ils ont, je pense que ça va bien aller. Là. Mais ouais, je l'ai mis 5e. Mais Warren, c'est le genre de gars, Pascal, que on a eu la discussion là, sur le podcast, puis en privé aussi, là, les fameux value picks. Là, Ouais, c'est ça. ça, c'est un gars typique à tes yeux que si, mettons, rendu à la 3e, 4e ronde, Ah, tu le prends, c'est là. un no doubt, tandis Ah oui. qu'un autre gars, en 2e ronde, tu le prendrais pas. Je ne sais pas si tu me suis. Je ne sais Oh, pas ouais, si je tu peux suis. expliquer aussi ta théorie qu'on a discutée là, du value pick aux gens qui écoutent. Là. Je pense que ça serait intéressant. Ma théorie du value pick. Ben, tu sais, ce qu'on a parlé de ça, c'était avec Saint-Lô qu'on en parlait, là, tu sais, que c'est mieux de repêcher un gars en 3e Ah ronde oui, que oui. d'en repêcher un autre comme Ouais, en c'est ça. 2e ronde, parce que la valeur du choix du gars que tu choisis en 3e ronde est plus élevée qu'un gars que tu vas choisir en 2e. Ouais, c'est exactement ça. Mettons, juste donner un exemple. Euh, Jordan Dumais ou Maverick Lamoureux, c'est des gars que j'aime beaucoup. Même Tristan Luneau aussi, c'est des gars que j'aime quand même bien. Là. Pas j'aime beaucoup. Là. Que j'apprécie, mettons. Un peu moins que j'aime. Là. Mais j'évalue que leur potentiel de boss, dans le fond, de post réussir, est quand même assez élevé. Comparativement à Warren, que je pense qu'il est quasiment il n'est pas un sure shot, là, mais pour un poste de sixième défenseur, j'aurais moins de misère à mettre Warren là. Donc, s'il tombe jusqu'en 3e ronde, j'ai bien moins peur de prendre Warren qui devient un 6e défenseur que l'amoureux qui va peut-être pas réussir à atteindre un 6e place. Oui, il pourrait être plus payant, c'est-à-dire un top 5, un top 4 peut-être, si tu vois bien au niveau de l'offensive d'après la décision.
Mais l'aspect décisionnel de l'amoureux m'énerve beaucoup. Warren, c'est un aspect décisionnel, m'énerve moins. Mais son plafond est moins élevé. Donc, tu sais, plancher plus élevé que l'amoureux, plafond moins, donc plus safe, mais moins de chances de pogner à la clôture. Donc, la valeur de ce gars-là en troisième ronde est plus élevée que la valeur de l'amoureux en deuxième ronde. Mais j'aurais pas de misère à prendre l'amoureux à partir de la deuxième ronde au milieu, mettons. Ça ne me dérangerait OK. pas. Mais prendre l'amoureux au 33e rang, mettons, ou Luno, ou Dumais, non. J'attends, puis je prends Warren au pire en troisième ronde. Il y a des équipes qui vont prendre peut-être Warren en première ronde, comme Nolan Allen l'année passée, comme on a parlé dans les podcasts. Et moi, je ne suis pas ce genre-là. Je ne prendrais pas du monde de même en première ronde. All right. Ben, écoute, j'aurai l'occasion de reparler de Warren plus tard parce que moi, c'est pas lui que j'avais au cinquième. Je pensais qu'on avait le même au cinquième, je te dirais. Fait que je pensais qu'on allait débuter cette discussion-là. Moi, j'ai au cinquième rang Jordan Dumais. Ça, moi, je les 4. C'est bon. Fait on va lancer la discussion immédiatement. Je pense avoir fait quand même un bon petit tour d'horizon pour expliquer le mystère du mai, si on veut, dans un texte récemment. Je vous invite à aller le lire sur le toutsurlehockey.com. Dans la barre de recherche marqué Dumais, vous allez trouver tous les textes qui ont rapport à Dumais. C'est un gars qui a 109 points à 17-18 ans. C'est tape à l'œil, là, c'est sûr. Puis c'est impressionnant, là. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Là. Il n'y a pas de joueur tant. Il y a l'amoureux, mais moi, l'amoureux, je ne le considère pas comme un joueur élite. Il n'y a pas de joueur incroyable dans son équipe. C'est lui le joueur incroyable dans son équipe. Dumais, ça, tu parles? Ouais. Il y a l'heureux, là. Ben moi, je mettrais Desnoyers avant, là, par exemple. Moi, honnêtement, Dans le junior, oui, mais je sais pas, au niveau potentiel offensif, j'aime mieux Dumais. OK. Parce que moi, tu vois, je pense que Desnoyers est plus un gars qui va driver l'offensive que Dumais. Dumais pourrait complémenter éventuellement, s'il se rend à la Ligue nationale, il pourrait complémenter par sa vision du jeu, mais c'est pas lui qui va construire les jeux, c'est pas lui qui va amener l'offensive vers la zone adverse. On parle pas de top 6, là. C'est sûr certain, mais je suis pas sûr que l'autre va driver le jeu dans le national de hockey non plus. Mais peut-être qu'il y a plus de polyvalence que Dumais. Je comprends ton point. C'est ça. C'est pour ça que je mettais Desnoyers. Puis d'ailleurs, j'ai quand même Dumais sans Desnoyers. J'aimerais ça voir ce que ça aurait donné. Là, mais je veux pas mettre les 109 points sur le dos de Desnoyers. Là. Dumais, il a ramassé ses points. Puis il a ramassé des points aussi dans des situations plus difficiles. J'ai fait le calcul, Pascal. Je n'ai pas écrit de texte là-dessus, mais je l'ai fait par pur plaisir. À savoir si Dumais produisait plus contre les équipes poches ou les équipes de haut de classement ou de milieu de classement. Fait que j'ai séparé le classement en 3 tiers. Puis j'ai regardé. C'est sensiblement la même chose pour chaque tiers. Fait que, c'est pas un gars qui est allé chercher 98 points contre 4 Bretons puis 4 contre les Remparts. Là. C'est pas ça. Là. Fait que... fait que, mais je voulais m'assurer de ça pareil, parce que ça aurait pu être une théorie qui expliquait bien gros sa production. Non, je le fais pour mes profils vidéo. Pour des gars qui ont produit beaucoup, pas pour, mettons, Liane Buxel. Là. Ouais, c'est pas pour lui, là, mais pour Delbel Belouz, pour des gars comme Korchinski, Menchukov, c'est ça que je l'ai fait aussi. Ben, Dumais, je trouvais ça intéressant parce que c'est une production anormale. On s'entend, là. C'est une progression offensive fulgurante comparativement à l'année passée. Puis, tu sais, quand je parlais de je prends Desnoyers après Dumais, c'est dans le junior. Dans le national de hockey, c'est peut-être autre chose, mais dans le junior, niveau élite, je trouve offensivement, c'est Dumais. Bref, fin de la parenthèse. Moi c'était Desnoyers dans le junior aussi. Ok, c'est bon. On s'entendra pas là-dessus. Non, mais c'est pas tant grave. Je prends les deux. On flipper la table. On s'entend pas, on flippe la table. La table est grosse. Ça me tente pas. Mais je prends les deux au pire dans ma banque de prospects. Ça ne me dérange pas. Mais ça, moi, Dumais, je l'ai quatrième. C'est la rapidité d'exécution en offensive que j'aime beaucoup. C'est les lectures. Oui, il peut avoir la rondelle longtemps puis tourner en rond, mais généralement, il prend sa décision vraiment rapidement puis il envoie la rondelle où il faut. Ou bien il va marquer un but. Fait que, c'est ce que j'aime beaucoup, mais c'est pas un joueur de trafic. C'est un joueur plus de périphérie. De toute façon, il y avait des joueurs de trafic avec lui. C'est pas un problème pour lui. C'est plus un joueur
comme tu disais, complémentaire peut-être dans la Ligue nationale de hockey. Ça me donnerait beaucoup qu'il fasse 109 points dans la Ligue nationale de hockey. Au pire, vous le coterez dans 5 ans. Là. Ça ne me dérange pas, mais faites un screenshot dans 5 ans. C'est ce que je suis en train de dire là. Mais Warren, je le mettrais peut-être en haut de lui dans la valeur du pick en 3e ronde, mais Dumais, ça ne me dérangerait pas de le prendre en 2e ronde. Fin de 2e ronde, j'aurais aucun problème avec ça. Début, milieu de 2e ronde, je trouve ça un peu tannant. Ne m'étonnerait pas que le Canadien le prenne. Mais moi, personnellement, il y a des joueurs plus safe, selon moi, qui vont tomber jusque-là. Mais bref, ça ne m'étonnerait pas pendant tout qu'il soit sorti en fin de 2e ronde. Mais si Dumais sort en 3e ronde, je le prends avant Warren. Dumais, c'est un gars que je projette entre le milieu de la 2e et de la 3e ronde. C'est dans ces ranges-là à peu près. Pourquoi un... Puis tu sais, il serait choisi en 3e ronde, puis fin de 3e ronde, puis tu sais, je tomberais pas de ma chaise non plus. Pourquoi un joueur de 109 points est projeté 3e ronde comme ça, qui est classé 5e dans un top de la JMQ, qui n'est pas au top prospect game, qui est loin dans la centrale. Là. Il est 74e, je pense, de mémoire dans la centrale. Ou 73. Il était 72, il a chialé, fait qu'il a droppé de 1. Mais une affaire de même, je pense que même Jérémy Langlois est plus haut que Dumais. Là, il y a vraiment beaucoup de joueurs de la JMQ qui sont plus hauts que Dumais. Fait que, quand tu regardes ça, il y a moyen de se questionner, puis c'est normal de se questionner. Moi, ce que je trouve, c'est que Dumais, des joueurs là, qui produisent de l'offensive dans le junior, là, qui arrivent, mettons, dans NHL, puis eux, ils se disent « Moi, j'aspire à un poste de top 6. » C'est Jean-Philippe Glaude qui en parlait dans le podcast La Relève. Des gars qui veulent jouer top 6 plus tard, là, t'en as là, de même. Puis il expliquait qu'est-ce que tu peux amener de plus en arrivant dans la Ligue nationale. Puis ça, c'est une discussion qu'on a eue avant même qu'on écoute cet épisode-là. Puis je vous suggère d'ailleurs, il était excellent. Ah, c'est excellent. Leur podcast est excellent. Oui, vraiment. Ils ont des belles entrevues. Ils ont des belles entrevues, des bons points aussi sur le scouting. Puis bref, abonnez-vous au podcast La Relève. Il y a de la place pour shameless plug. Shameless plug. Il y a de la place. On n'est pas en compétition, on est complémentaires. Il y a de la place pour ce genre de... pour 2 podcasts qui parlent essentiellement de prospects. Ah, et puis plus il y en a de qualité, plus que l'intérêt des gens est là. Puis nous autres, c'est le fun. Le monde aime ça, parler d'espoir. Fait que ça en prend du monde qualifié pour en parler. Fait que eux autres, ils le sont. Fait que, mais c'est ça. Fait que on avait la discussion avant sur le podcast, avant d'entendre les propos de Jean-Philippe Glaude. À l'effet qu'une chaise dans la Ligue nationale. C'est quoi ta chaise dans la Ligue nationale? Dumais, là, ta chaise là, offensivement, là, c'est parce qu'il y a déjà pas mal de monde assis dessus. Qu'est-ce que tu peux amener de plus dans la Ligue nationale? Qu'est-ce que toi, Jordan Dumais, tu peux faire si, mettons, une soirée, tu ne produis pas de points? Puis au début de l'année, Dumais, je l'aimais vraiment beaucoup. Je me disais, lui, il va être fringe de ma première ronde, d'après moi. Parce que je trouvais qu'il travaillait excessivement bien dans le fond de la zone. C'était un gars qui appliquait un échec avant. Vraiment un bon échec avant. Son travail était exemplaire en fond de zone. C'était lui qui sortait la rondelle pour dénoyer dans le fond de zone. Il y avait un bon angle d'attaque. Il y avait des bons angles d'attaque. C'est un gars qui est intelligent. Puis j'ai l'impression que cette année, plus la saison avançait, moins je voyais ça. Puis ça m'a déçu un peu parce que on dirait que ça m'a donné la perception que là, il a goûté à c'est quoi faire des points. Puis là, c'est juste les points qui est important. Mais si tu veux être un bon professionnel plus tard, il faut que tu travailles sur d'autres aspects que les points. Puis c'est pour ça que Dumais, il recule à mon avis. C'est que, outre les points, c'est un gars qui n'a pas un excellent patin. Son patin est très moyen. Fait que, une fois dans la Ligue nationale, oui, ça se travaille. Il y a l'intelligence. Fait que le patin, ça se travaille. Ça, il n'y a pas de trouble. Mais qu'est-ce que tu peux amener de plus dans la Ligue nationale que des points? Si la réponse est plus de points, ben c'est plate, mais tu sais, il y a des gars qui sont repêchés top 10 pour faire des points. Là. Ouais. Fait que tu sais, toi, avec le gabarit que tu vas sortir 2e, 3e ronde. Qu'est-ce que tu peux amener d'autre que des points? Moi, c'est tu sais, vu qu'il n'y a pas un bon patin, c'est pas un gars non plus qui était vraiment bon dans la zone. Est-ce qu'il va vouloir, dans sa zone, je parle,
Est-ce qu'il va vouloir se réinventer quand il va passer au hockey professionnel? Je sais pas. Ça a l'air quand même... D'après moi, c'est pas un mauvais kid. Fait que l'été, il va assurément travailler sur son patin. Il est pas con, là. C'est sûr qu'il a déjà commencé là à travailler sur son patin. Et sa force et tout. Fait que l'année prochaine, va juste falloir qu'il monte la progression parce qu'il va falloir qu'il soit encadré. Si tu prends le risque de prendre ce gars-là en deuxième ronde ou en troisième ronde, ben, travaille avec lui. Travaille fort avec lui. Puis ce que j'aime bien, c'est qu'il était avec Halifax. Halifax, c'est une pépinière à joueurs de hockey. Fait que, il était à la bonne place. Je suis pas mal certain que c'est un bon kid. Un bon travaillant aussi. Tu sais, il a toujours été underdog, si on veut, là, quand on regarde un peu son parcours. Sauf que les sorties qu'il a faites cette année, ça m'a dérangé un peu. Là, puis, je veux pas juger le kid, là, vraiment pas. Là, je l'ai jamais rencontré, mais de ce qu'on m'a dit, c'est vraiment un bon kid. Là. Fait que c'est même pas pour trasher le kid. Mais quand tu t'en vas dire que les scouts de la centrale, c'est pas des vrais recruteurs parce qu'ils travaillent pas pour des équipes, puis après ça, de dire qu'il comprend pas pourquoi il est au top prospect. Non, ça, c'est vrai, ça, c'est l'heureux qui a dit ça. Qui n'était pas au top prospect à cause de sa production offensive. J'ai l'impression que tout ce qui tourne autour de Dumais, c'est je fais des points, pourquoi je suis pas mieux classé? Il est là le problème. C'est correct les points, ça prend autre chose. C'est vraiment ça. Il n'était pas mal cité, la journaliste qui avait recueilli ces propos-là, c'est Catherine Henry-Pinard, qui est excellente. Non, c'est ça. Probablement que quand il a dit ça, elle a dû dire là, c'est pas grave. Parce que la cassette qui aurait dû sortir pour paraître plus professionnel, c'est je vais leur prouver que je suis meilleur que ça. Point. Ouais. C'est ça que le monde aurait aimé ça. Il y en a qui ont aimé ça, ce qu'il a dit. Genre, c'est pas juste, ben, il aurait dû rajouter au pire après, je vais travailler fort pour les faire mentir. Mais c'est pas arrivé. Il y a deux écoles de pensée. C'est là qu'ils vont, il y a de l'attitude de kid, j'aime ça. Il y a l'autre qui vont dire, garde-toi une chaîne. Puis ben, c'est ça. Fait que, moi, je suis plus dans l'école. Prends-toi, réduis pas du monde qui travaille à l'année là-dessus. Même si je suis pas d'accord avec leur liste. Ben, c'est ça. Je n'irais pas dire que c'est de la merde, Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Fait que, peut-être d'immaturité aussi. On verra. C'est que ça lance une mauvaise perception. C'est ça. Puis je suis sûr que notre perception est erronée, à cause de cette affirmation-là. Mais ça lance une mauvaise perception. Puis, c'est le genre d'affirmation. Puis là, je parle vraiment à travers mon chapeau parce que je n'ai jamais fait d'entrevue dans ma vie là-dedans. Mais, moi, je suis une organisation, puis je rencontre du mais ça se peut que je remette d'en face cette affirmation-là. Puis là, explique-moi qu'est-ce que tu voulais dire par là. Ben, juste le fait d'avoir à le justifier, c'est comme poche un peu. Ça ajoute un stress à l'entrevue pour lui. On devrait pas avoir cette discussion-là. Il n'aurait pas dû dire ça, c'est juste ça. C'est pas contre lui, c'est. Non, c'est ça n'aurait pas dû être là. C'est de la distraction pour rien. C'est tout. Fait que toi, tu l'avais au 4e rang, Pascal. Fait que je vais enchaîner avec mon 4e. Je pense que le dossier Dumais, on en a beaucoup parlé. Puis pour vrai, je vous invite à aller regarder le profil de Dumais sur le site. Les textes qu'on a fait là-dessus. On a essayé d'expliquer vraiment c'est quoi là, le problème entre son classement versus sa production cette année. Là. Fait que je vous invite vraiment à aller voir le contenu qu'on a produit sur le site. 4e rang, j'ai mis Maverick Lamoureux. Puis j'ai vraiment failli le mettre 3. J'ai vraiment failli le mettre 3 avant Luno. Là. Fait que je vais expliquer comment je vois ça. J'en ai parlé un petit peu dans le dernier podcast. Là. Je vais y aller plus en détail. Luno, c'est un joueur qui prend des meilleures décisions, un joueur plus intelligent sur la patinoire. Puis je préfère travailler sur des habiletés techniques, comme le patin à Luno, que de travailler sur l'aspect décisionnel et intelligent sur la glace, qui est, à mon avis, le pire défaut de Lamoureux. C'est ce qui a fait en sorte que j'ai mis Lamoureux 4e, puis j'ai mis Luno 3e. Par contre, s'il y a un gars qu'on peut projeter dans la Ligue nationale plus facilement, c'est Lamoureux. Fait que c'est pour ça que j'ai eu un solide débat dans ma tête là, pour savoir si je mettais Lamoureux. Là, parce qu'en relance, Lamoureux n'est pas mauvais, même s'il est quand même là,
ces passes, là, on les anticipe. Là. On les voit Ouais. d'avance pas mal. On sait quel jeu il va faire. Il n'est pas trompeur. Non, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Là. J'avais déceptive dans la tête, puis prédictible, en tout cas, bref. Puis, c'est pas un puck carrier. Là. L'amoureux, là, s'il est dans le trouble, il va passer à un allié qui est couvert, puis l'allié va juste faire un tip pour que la puck aille dans la zone. C'est un peu ça. Luno, il fait des bonnes relances. J'ai souvent dit, il est bon dans tout, mais il n'est pas excellent dans rien. Sur le jeu physique, mettons. Là. Ouais, mais l'amoureux, il était. Ben, je parlais plus de Luno. Luno, il est bon dans tout, il est excellent dans rien. Puis c'est le parallèle que j'allais dresser avec l'amoureux. C'est que l'amoureux, oui, il y a des lacunes dans certaines affaires, mais il y a des aspects dans sa game qui sont excellents, dont le jeu physique, fermer le centre en contre-attaque. Je trouve que l'amoureux, il se démarque beaucoup là-dedans. Il y a eu une belle progression aussi cette année par rapport à ça. Mais c'est vraiment l'aspect décisionnel qui a fait que je l'ai gardé 4. Je ne serais pas surpris qu'il sorte au premier tour. Là. Honnêtement, là, un défenseur de 6 pieds 7 comme ça, qui joue un peu à la Chara, c'est pas une comparaison que je veux dresser. C'est un futur Zdeno Chara. Là. Chara, c'est un Hall of Famer. Je n'irai pas dire que l'amoureux, c'est ça. Là. Sauf que dans la façon qu'il joue, il va stopper les joueurs adverses avec son bras seulement, puis ça va marcher. Il va donner des cross-checks, il va tout le temps être sous la peau des adversaires, que ce soit devant le filet ou dans les coins. Fait que il y a un peu une petite vibe de Chara dans son jeu physique que j'haïs pas. Puis il y a le gabarit aussi là, qui vient avec. Ouais. C'est un gars qui est quand même assez fluide aussi là, au niveau du patin. Là, je trouve qu'il a bien développé son patin malgré sa blessure au genou qu'il a eu l'année passée. Cette année, il s'est reblessé à l'épaule 2 fois. Il s'est blessé à l'épaule pendant l'année, puis là, il va se faire probablement opérer dans les prochaines semaines ou pendant l'été. Fait que ça, c'est un petit peu tannant là, au niveau de sa progression. Il va falloir qu'on surveille ça l'année prochaine. Mais bref, l'amoureux 4e, parce que je trouve que lui, dans la Ligue nationale, il y a une chaise qui l'attend. Puis si jamais son côté offensif ne se développe pas, je le vois quand même comme un shutdown defenseman. Moyennant une amélioration de progression au niveau de sa prise de décision, tant avec la rondelle que sans la rondelle. Moi, j'allais 3e, l'amoureux. Avec l'amoureux, j'allais 3e. Le gars que j'aimerais mieux prendre en mieux de la 2e ronde que prendre 33e, mais bref, c'est juste pour donner un exemple. Je détestais, je détestais pas, mais j'étais complètement ni chaud ni froid au début de la saison par rapport à lui. Je comprenais pas le hype. Il manquait de tout dans son jeu. Il bougeait bien, il était mean, mais à part ça, c'était pas tant top. Mais il y a eu toute qu'une amélioration dans l'année. J'ai vraiment aimé son amélioration dans l'année. C'est ça qui m'a fait. C'est ça qui m'a fait aimer ce gars-là. Son jeu physique est resté utile toute la saison. Peut-être un meilleur timing à la fin de la saison. Au début, des fois, il va sortir du jeu. Il va sortir du jeu, peu importe, mais il y a quand même une amélioration avec ça. À mesure que la saison avançait. Meilleur tir que Warren. Meilleur instinct offensif aussi à l'heure actuelle, selon moi. Mais c'est rien comparativement à Luno. Là. Puis c'est vrai qu'il est capable d'amener la rondelle en offensive, mais c'est pas constant. Les décisions sont pas tout le temps bonnes. Fait que ça, c'est pas sa force. Sa force, c'est s'améliorer, mais au moins, il y a une bonne première passe. Fait qu'on peut lui donner ça. Puis c'est pour ça que je l'ai placé 3e. Fait que, il y a beaucoup d'affaires à travailler avec lui. C'est un projet. C'est une équipe qui veut un prototype. Là. Ce genre de prototype-là, mais il n'y a quasiment personne d'autre que Liam Bichsel et Noah Warren cette année pour ce genre de joueur-là. Je prendrais Bichsel avant les deux. Là. Ouais, si tu ne pognes pas Bichsel, tu es capable de pogner ces deux-là, tu serais bien content. Mais les blessures ont fait en sorte que je l'ai mis 3e au lieu de 2e. Fait que 3e, c'est qui que t'as, toi? J'ai Tristan Luno au 3e rang. Tristan Luno, j'en ai parlé il y a quelques minutes. Là. Fait que, je pense que c'est le potentiel offensif qui est très important, qui se cache dans Luno. On le voit un petit peu, là, son potentiel offensif, là, mais j'ai l'impression que le fait qu'il n'y ait rien d'élite, son tir n'est pas élite. Il distribue des rondelles, c'est un bon passeur, c'est un gars intelligent. Mais j'ai comme
j'ai comme lancé ça out of the blue, si on veut, dans le dernier podcast, mais tu sais, je regarde Tristan Luneau puis je me dis, là, dans la Ligue nationale, ça devient un Victor Mété là, qui fait juste transporter la rondelle, faire une bonne première passe. Ben, c'est un peu un gaspillage. Là, ce gars-là va nécessiter du développement. C'est pas un projet d'envergure comme l'amoureux parce qu'il y a déjà des acquis dans son jeu qui sont intéressants à Luneau. Il peut sortir au premier tour comme au deuxième. Moi, j'ai pas de trouble avec ça. Mais je trouve qu'il joue petit. À 6 pieds 2, il est pas physique. Il va perdre des batailles le long de la rampe que, à mon avis, il devrait pas perdre. Ça me dérange un peu. Puis, l'année passée, j'avais vraiment aimé Tristan Luneau. Au début de l'année, il s'est blessé. Fait que là, on a été plusieurs semaines, quelques mois à se dire, ben, il récupère de sa blessure. Oui, Noah Warren est meilleur que Luneau en début d'année, mais à un moment donné, Luneau va repopper. J'ai jamais eu ce repop-là, finalement, cette année. Là. Fait que vous devinerez que Noah Warren se place au deuxième rang. Là. Mais c'est ça. Luneau ne m'a pas convaincu dans sa progression cette année pour l'amener plus haut que mon troisième rang dans la LHJMQ. Puis on verra où il va se situer dans ma liste finale parce que lui l'amoureux du mai vont être classés là, dans mon top final. Moi, Luno, il est deuxième. C'est quasiment un classement fait sur le potentiel qu'il m'a montré l'année passée. Okay. L'année passée, il était vraiment intéressant. Oh, cette année, il paraît qu'il travaille sur pas mal d'affaires cette année. Mais s'il travaille sur une affaire, ça doit être sa défensive puis son agressivité à 1 contre 1. Puis j'ai pas vu d'amélioration là-dedans. C'est ce qui m'a énervé le plus dans son jeu. Mais tu sais, bonne vision du jeu et tout, bonne capacité dans le junior. Mais c'est vraiment dommage. Comme je disais un peu plus tôt, je ne le prendrais pas 33e. S'il glisse, tant mieux. Mais ce gars-là, au début de la deuxième ronde, ça ne me tente pas de le prendre. Les risques qu'il bat sont trop élevés. Le manque de progression m'énerve trop pour que je prenne le risque au début de la deuxième ronde. Mais c'est encore pire pour l'amoureux, c'est encore pire pour Dumais. Fait que, c'est ça. C'est un value pick fin de deuxième ronde. Deuxième ronde, début de deuxième ronde, je ne serais pas tant content, mais je comprendrais une équipe de le prendre là à cause du potentiel. C'est ça. Et droitier, en plus, ça aide. Ouais, ça aide beaucoup, mais j'ai un autre droitier, moi, en haut de lui. Fait que... ouais, je sais. On est rendu à ça, justement. Ouais, c'est ça. Au deuxième rang, j'ai Noah Warren. C'est pas une surprise. Là. J'en ai parlé dans les derniers instants. C'est un projet, lui aussi. Je pense qu'il se cache un potentiel offensif qu'on n'a pas encore vu. Je pense que si c'était pas de la présence d'Isaac Pelliveau, puis peut-être même de Tristan Luneau dans l'équipe, je pense que Noah Warren, on pourrait être surpris de l'offensive qu'il pourrait apporter. Puis il faut dire, là, c'est pas que je veux trasher Belliveau, mais c'est un défenseur très offensif qui est sujet à faire beaucoup de bourdes. Puis Warren est souvent là pour les corriger. Ils ont joué beaucoup ensemble cette année. En tout cas, les matchs que j'ai regardés étaient souvent jumelés ensemble. Puis Warren avait cette facilité de stabiliser le jeu aux côtés de Belliveau, que lui, il s'aventurait en offensive puis il n'y avait pas de trouble. C'est correct, c'est dans son style. C'est tout à fait normal. C'est pas dans le style à Warren. S'il commençait à s'aventurer comme ça et à prendre des risques, probablement qu'il ne serait même pas deuxième dans mon top de la GMQ. Il est là parce qu'il est fiable, il est stable. Je le vois dans la Ligue nationale plus tard. Je le vois sur une chaise de shutdown defenseman. Mettons là, qu'il devient un 5e défenseur dans la Ligue nationale. Mettons là. Puis qu'il joue 600, 700 matchs. Tu choisis un gars de même en deuxième ronde, là. C'est un Christy de bon pic. Là. Ben oui. Même si en 600 matchs, il finit avec 200 points, là, tous les services qu'il va t'avoir apportés au niveau de sa stabilité défensive, au niveau de son jeu physique, au niveau de sa relance, parce que Noah Warren n'est pas si loin que ça de Tristan Luneau là, dans ses relances. Là. Honnêtement, là, pour un gars de 6 pieds 5, 214 livres, Warren est très fluide, puis il est capable d'en transporter la rondelle aussi. Là. Ouais. Puis au Top Prospect Game, c'est un gars qui a battu
plusieurs joueurs au niveau de la rapidité, au niveau de la vitesse sur le patin. Fait que, tu sais, non seulement il est mobile, mais il est capable d'être explosif. Fait que ça, c'est intéressant. Puis une autre affaire que je trouve vraiment intéressante dans le jeu de Warren, c'est à quel point il scanne bien la patinoire, puis son approche, tu sais, quand la rondelle est dompée dans le fond de la zone, son approche de la bande, puis comment il gère la pression qui s'en vient, je trouve que c'est supérieur à Luno. Il va observer tout de suite son option pour sortir la rondelle de la bande, puis il ne passera jamais deuxième. Il va se départir de la pression, soit en gardant la rondelle ou en faisant une bonne première passe, puis tu le vois que sa décision est déjà prise. Luno, il a le talent de prendre la décision plus tard, mais d'avoir les mains puis le skills de patin pour s'en sortir. Mais tu vois que Warren, il a une intelligence, tu sais, il va savoir où c'est qu'il s'en va avant ça. Là. Fait que il est évasif. Ouais, il gère vraiment bien l'espace autour de lui en relation avec la rondelle et la pression adverse. C'est pas faux. Quelqu'un qui met la rondelle en sécurité. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, je le dirai jamais assez, mais un gars qui fait progresser le jeu, moi, j'adore ça. Puis, Warren à la défense, ben, c'est un peu ça qu'il fait, tu sais. Puis, il fait progresser le jeu quand Béliveau le fait avorter. Fait que, tu sais, en plus d'avoir à faire progresser ses propres jeux, il faut qu'il fasse progresser ses jeux de ses coéquipiers quand ils font des boards aussi. Fait que, tu sais, je trouve que c'est quand même assez intéressant comme habileté. Béliveau, il a la bourde facile. Ouais, mettons, mais tu sais, il est repêché par les Pingouins, fait que tu sais, je veux pas trop le trasher, là. Mais c'est pas un défenseur que j'ai tant apprécié l'année passée à scouter, là, fait que, puis tu sais, sa progression cette année, en regardant Warren, je l'ai suivi, là, puis j'ai pas tant apprécié sa progression. Non. Mais bref, on en arrive au numéro 1, puis c'est assez unanime, là, je pense. Oui, Félix Lafrance. Ils ont clairé Nathan Gaucher de leur top 10, même pas d'invention honorable. Nathan Gaucher. Nathan Gaucher. Ton petit préf. Fin du podcast. Ah, ça, fin. Non, mais Nathan Gaucher, j'ai écrit son profil aujourd'hui. Fait que si vous voulez le lire, il est sur le site. Il va y avoir des profils de la GMQ aussi qui vont sortir bientôt. Je dirais jamais assez que c'est un gars qui va jouer dans la Ligue nationale. S'il ne joue pas dans la Ligue nationale, je pense que j'accroche mon ordinateur de scouting puis c'est terminé. Là. Non, mais sérieusement, moi, c'est juste le fait que ce gars-là, s'il n'est pas dans une game où son offensive fonctionne, il sait se rendre utile de plusieurs façons. Fait que, est-ce que c'est un gars que je vois dans un top 6 dans la Ligue nationale? Non. Faut que ça aille bien. Faut que ça aille bien dans son développement. C'est ça. Puis il faut qu'il soit dans des... Il faut qu'il y ait des variables vraiment favorables à ça. Puis c'est des variables qu'on ne connaît même pas encore. Exemple, l'équipe qui va le sélectionner. Souvent, j'ai cette discussion-là parce que je suis quand même assez vocal sur Gaucher parce que c'est un gars que j'ai eu la chance de regarder en live, là, sur place, à de multiples reprises. Fait que c'est sûr que je pense que j'ai un certain read que j'ai peut-être pas sur d'autres joueurs pour Gaucher. Puis c'est souvent ça qui ressort, mettons, dans les discussions sur Twitter, c'est « Ouais, mais Gaucher, t'as l'air en extase devant lui, mais c'est pas un gars qui va jouer top 6. » Je le sais qu'il jouera pas top 6, peut-être, mais il peut aussi se rendre là, en fonction des variables qu'on connaît pas encore. Fait que, pourquoi rentrer dans les certitudes qu'il jouera pas top 6? Il pourrait très bien se rendre là. Moi, de façon réaliste, là, je le vois vraiment comme un très bon troisième centre dans la Ligue nationale, puis avec un potentiel de graduer vers le statut de deuxième centre. Puis encore là, c'est vraiment un potentiel maximal, à mon avis, en date d'aujourd'hui. C'est pas mal ça. Moi, je prends Gaucher à la fin de première ronde, là, n'importe quand, malgré le fait que dans ma liste, il va être haut. C'est pas parce que je vais le classer autour de la mi-première ronde qu'au 15e rang du draft, s'il n'est pas sorti, je vais flipper une table. Là. Non, je suis très conscient qu'il va sortir probablement fin première ronde, puis peut-être même deuxième. Je ne serais pas surpris qu'il sorte début deuxième ronde. Moi, personnellement,
Les Penguins vont repêcher autour du 21e rang. C'est une équipe qui aime beaucoup la LHJMQ. Après ça, Saint-Louis vont repêcher environ 24, 25 s'ils perdent en deuxième ronde. Tampa Bay, 26 s'ils perdent. Ben, ils ont un choix là. Fait que, tu sais, Tampa Bay, là. c'est vraiment pas impossible qu'ils sortent entre 20 et 25. Parce qu'il y a 3 équipes qui adorent la GMQ. Puis Minnesota qui adore aussi la GMQ. Ils vont repêcher environ 27e. Fait que, même Toronto, je pense que Toronto pourrait sauter dessus juste avant le Canadien s'ils sont éliminés. Là. Ça ne m'étonnerait pas pantoute, là. Toronto, puis là, je fais un lien qui peut sembler boiteux, là, mais tu sais, on parle pour parler. Là. Toronto qui avait invité Théo Rochette à leur camp l'année passée, puis qui ont dit, puis c'est dans un article de Kevin Dubé que j'ai vu ça, là, mais ils ont dit, t'as le talent pour jouer dans la Ligue nationale, t'as le talent pour être repêché, c'est juste qu'il faut que tu travailles sur ton aspect physique de la game. Puis je suis pas mal sûr que les Maple Leafs ont gardé un œil sur Rochette cette année, vu qu'ils l'ont eu au camp l'année passée. Fait que ça se pourrait qu'il ait gardé un œil sur Gaucher aussi. Là. Ouais, je pense aussi. Je dis ça de même. Là. C'est mes guess, je te dirais. Là, c'est pas mal mes guess aussi. Là, il y a aussi Washington qui ont pris Hendrix Lapierre qui vont repêcher 20e. Il y a plusieurs candidats possibles pour Nathan Gaucher. Fait que le Canadien, je ne pense pas qu'il va dropper jusqu'au au choix du Canadien de fin de première ronde. Il faudrait qu'ils augmentent leur choix. Là, pour ceux-là qui aimeraient voir avec le Canadien. Moi, j'aimerais bien ça. Mais je ne traderais pas up pour aller chercher. Non, c'est ça. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Autant que je l'aime, autant que je ne traderais pas up pour aller chercher au 18e rang. Là. Je traderais up pour Marco Casper, mais pas pour Nathan Gaucher exact. Personnellement. Puis tu sais, les équipes que tu as nommées, c'est des équipes qui... Tu sais, fin première ronde, c'est pas mal, à part le CH, parce que là, ils ont récupéré un choix d'une autre formation, là, mais c'est pas mal toutes des équipes qui aspirent encore à faire les séries, à gagner la Coupe Stanley potentiellement. Fait que c'est une variable qui est intéressante pour Gaucher, qui est un gars qui va nécessiter du développement. Là. Il n'arrivera pas dans la Ligue nationale en 2 ans, là. Même si je sais qu'il va... En tout cas, je pense qu'il va jouer dans la Ligue nationale. Je suis convaincu de ça. C'est mon feeling, mais peut-être pas dans 2 ans. Là, mais ces équipes-là, c'est justement, il y aurait le luxe d'attendre justement que Gaucher se développe. On m'a posé la question sur Twitter, est-ce que Gaucher pourrait transitionner vers l'aile? C'est pas impossible, mais moi, personnellement, je trouve que c'est un centre naturel sur 200 pieds qui couvre une grosse surface, qui n'a pas besoin d'énormément d'espace à patinoire pour se démarquer. C'est le meilleur joueur offensif en désavantage numérique. Là. Le gars, il a planté des points en désavantage numérique, puis l'autre équipe avait un joueur de plus à la glace. Ça démontre un peu à quel point Gaucher, là, il n'a pas besoin de... C'est pas un gars qui va produire en power play parce qu'il y a plus d'espace. Il n'en a pas besoin d'espace. Il travaille bien dans les espaces. Puis en série, c'est là que tu vois à quel point il est utile son équipe. Ouais. J'ai écouté un match de série qui ont éliminé les Saguenayens la semaine passée. Il y a 2 semaines. En tout cas, je ne m'en rappelle plus. La semaine passée. Puis c'est un enfoiré. Sérieusement. Ce qui est fun au Centre-Georges, c'est qu'on est proche de la galerie de presse. On est vraiment proche de la patinoire parce que avant, c'était une patinoire pas olympique. C'est un gars à côté de moi qui a dit ça, je ne savais pas. C'était pas une patinoire olympique avant. Puis la galerie de presse était bien placée, pas au-dessus de la patinoire, parce qu'on voyait de partout. Mais là, c'est devenu une patinoire olympique, mais la galerie de presse n'a pas bougé. Il y a une partie de la patinoire qui est comme invisible quasiment. Il faut que tu t'avances comme ça pour la voir. Fait qu'on est vraiment proche. Puis il est tellement gossant. Là. Après chaque coup de sifflet, là, il fait chier quelqu'un sur la glace. C'est un bully. Là. Il intimide. Tu vois qu'il intimide. Il est fort physiquement. Puis les Saguenayens, c'est pas les plus gros. Là. Puis en plus, tu as Louis Crevier. C'est quand même assez imposant. Ça ne va pas être tant le fun pour le gars de 17 ans qui vient c'est sa première saison. Ah, c'est ça. Et sérieusement, il a réussi à scorer un but, mais
offensivement, il n'y a pas eu d'impact vraiment dans cette game-là, mais il a scoré un but, parce que il est capable de driver le net. Là. Mais il dérangeait tellement sa glace. Hein. Ce genre de joueur-là est important parce qu'il amène la frustration à l'autre équipe qui va pogner les pénalités par frustration. Mais lui, il ne va pas aller trop loin généralement. Ça va arriver, là. Fait que, tu sais, c'est tellement gossant pour une équipe. C'est pas une peste, mais c'est pire qu'une peste. Ouais. Mais Une j'aime peste va ça. pogner les pénalités, pas lui. J'aime ça que tu amènes ce point-là parce que j'en ai parlé dans mon profil aujourd'hui. Tu sais, Gaucher, j'ai trouvé cette année que oui, il prenait beaucoup de punitions mineures, mais c'était pas des punitions par lâcheté, mettons. C'était souvent des punitions parce qu'il était trop intense. Tu sais, le fameux coup de bâton de trop, la fameuse mise en échec qui s'avère être une obstruction. Tu sais, il va pogner des deux comme ça. Tu sais. Ça, des fois, il y en a pogné que c'était pas nécessairement le bon moment dans la game à pogner une punition comme ça, mais des punitions pour un trop plein d'intensité, je suis capable de vivre avec ça. Ça, c'est pas Sauf de l'indiscipline, ça. c'est ça. Ça va arriver, mais c'est de l'intensité. Exact. Il va trop loin. C'est pas une peste qui va être indisciplinée et qui va faire des coups de cochon comme Exact. certains bras de marchand, mettons. Ouais. Mais tu sais, pour en revenir à ton point, moi, ce que j'adore, c'est que il va narguer l'adversaire. Après, mettons, une mise en échec qu'il a donnée, il va recevoir de la visite, puis il ne dépassera jamais les bornes. Non, C'est pas jamais. dans ces situations-là qu'il pogne des deux. Puis je l'ai vu là, dans une game, là, il a donné une solide mise en échec à, je pense que c'était Noah Warren, justement. C'était-tu contre les Olympiques? Je me souviens pas. En tout cas, il y a eu une game, là, il a donné une solide mise en échec. Puis il a pogné un 2. Puis après la mise en échec, quand l'arbitre a sifflé, évidemment, il y a eu un scrum, puis il s'est fait tester. Il n'a jamais répliqué. Fait qu'il n'a pas pogné de 2 supplémentaires. Il y a un autre gars l'autre bord qui a pogné un 2. Il a fait pogner un 2. C'est un enfoiré. Puis il est retourné au banc, il a fini sa punition, puis ça a donné que, en tout cas, il y a eu un arrêt de jeu. Là. Fait que double mineur, les deux sont sortis en même temps. Gaucher s'est fait tracher là, sur la glace tout le long jusqu'à temps qu'il retourne au banc. Il n'a jamais bronché, mon gars. Le chiffre d'après, il ressort une autre mise en échec pour aller planter un gars dans la bande. C'est ça, Nathan Gaucher. Puis, tu sais, j'aime pas les comparatifs, encore une fois. Puis, je dis pas que Nathan Gaucher est tel gars, mais c'est un style qui s'apparente à Brady Ketchuk. Fait que, tu sais, c'est intéressant pour un club. Mais offensivement, c'est complètement. C'est pas deux joueurs qui se ressemblent, à mon avis. Là, mais si on regarde un peu le style de jeu, là, ça pourrait quand. Il y a des ressemblances quand même. Le style d'attitude, mettons, je comprends Ouais. ce que tu veux dire. Puis, il parle tout le temps à l'arbitre. Tout Ouais. le temps. Ça gosse, là. c'est pas mon équipe, les remparts. Je déteste pas les remparts, vraiment pas, mais il était contre les Saguenayens pendant une série. Il est tout le temps en train de chialer à l'arbitre pour n'importe quoi. Tout le temps. Et ça, c'est du leadership. Ouais. C'est pas tout le monde qui aime ça faire ça, là. On parle de leadership, mais tu sais, t'as 18 ans, c'est ton année repêchage. Patrick Roy te met un A sur ton chandail. Moi, c'est sûr que ça me parle là, automatiquement. Là, puis c'est ça. C'est un gars c'est un gars qui est très intelligent. Hein. Puis c'est Kevin qui me disait ça, là, sa galerie de presse. Là. Pas juste sa glace. Là. En dehors de la patinoire, c'est un élève modèle. En entrevue, c'est un gars qui a des bonnes réponses. C'est un gars qui est mature. Fait qu'un gars qui est très intelligent comme ça, quand il fait pogner les nerfs à l'autre équipe, il sait en esti ce qu'il fait, là. C'est clair. Ça, moi, j'aime ça, là. Ah, ben, c'est pour ça qu'on l'a haut aussi. Là. Tu l'as plus haut que moi, mais c'est Ouais. parce qu'il y a le profil. Ce gars-là sent la Ligue nationale de hockey. Pour un recruteur, quand il était rendu, mettons, au 19e rang, 21e rang, 22e rang, puis il n'est pas sorti, il dit ah oui, on va aller le chercher, hein, let's go. Surtout, c'est le DG, il est willing de trader up. Là. C'est le genre de joueur que si tu pushes pour l'avoir dans ton équipe, mais il pourrait être payant pour le Ouais. recruteur de la LHJMQ. Ben oui. Comme Parce il qu'il y disait a avec déjà... Zachary Lerue, justement, dans le podcast Ouais. La Relève. Là. Puis d'autres joueurs aussi. Ils disaient allez le chercher vite. C'est qu'il y a déjà des acquis intéressants pour aller le chercher. Puis il y a encore de l'espace pour développer ce gars-là. Tu sais, Gaucher, il a un solide tir, puis il est capable de le prendre aussi à pleine vitesse. Puis
il protège vraiment bien la rondelle avec son gabarit, mais il serait capable d'être encore plus offensif avec une belle progression. Puis ça, fait que tous les acquis qu'il a déjà rajoutent un potentiel offensif qui peut être accentué aussi. Tu sais, ça devient intéressant. Puis, tu sais, je vais terminer, mettons, le point avec Gaucher, puis après ça, on closera l'épisode, là, mais les questionnements envers Gaucher, c'est souvent par rapport à son patin. Puis moi, tu sais, je tiens à le dire, là, je suis pas inquiet pour le patin de Gaucher, là. Déjà, il s'est amélioré versus l'année passée. Puis, c'est pas. Il faut s'enlever de la tête que Gaucher, il a un gros moteur, puis que c'est un gars qui va patiner full pin pendant tout un chiffre. C'est impossible qu'il fasse ça. T'sais, il n'y a pas un style de jeu pour ça. Fait que, tu sais, oui, des fois, tu as l'impression qu'il va se traîner les pieds et tout ça, mais c'est parce qu'il choisit ses moments pour exploser. Si vous avez la chance de le regarder dans les séries ou à Coupe Memorial, s'il se rend ou ça, là, vous remarquerez à quel point Gaucher, quand il rentre dans la zone, quand il rentre en entrée de zone, que ce soit avec la rondelle ou sans, c'est là qu'il va exploser. Puis il est capable de déborder pas mal de défenseurs dans la ligue juste en faisant ça. Puis il est capable de couper au centre aussi en faisant ça. Fait que c'est vraiment. Puis c'est son habileté qui ressort beaucoup, je trouve aussi. C'est sur les give and go. Là. Il va donner la rondelle, puis tout de suite, il va exploser pour se démarquer, pour recevoir la passe immédiatement. Ça, je trouve que c'est une habileté qui démontre son intelligence sur la patinoire, mais ça démontre aussi que son explosivité sur patin, il s'en sert au bon moment. Il ne va pas perdre un once d'énergie pour rien. Puis ça, c'est ça qui me convainc que son patin, ça ne m'inquiète pas dans le futur. Pas du tout. J'ai hâte de voir s'ils vont se rendre à la Coupe Memorial contre les Oil Kings, Goulet gaucher. Là, ça serait vraiment le fun d'avoir. Ça se donnerait. De faire fâcher Goulet, là, ça serait drôle en sacrament. J'ai l'impression que, parce que Gaucher en powerplay, son rôle premier, c'est d'être devant le filet. Ouais. Une couple de cross-check qui vont se donner là, mon Pascal, après moi. Je pense aussi, puis ça serait quand même assez intéressant. Oh oui, c'est clair. Alright, fait que c'est ce qui clôt notre top 10 pour la LHJMQ. Je vous rappelle que le mien est disponible sur le site toutsurlehockey.com, juste à écrire top 10 au pire dans la barre de recherche. Puis celui de Pascal va sortir quand on va sortir l'épisode. Donc, quand vous allez regarder ou écouter l'épisode, sachez que le top 10 de Pascal va être sur le site web aussi. Donc, c'est ce qui boucle la boucle pour la LHJMQ. Puis, on aura l'occasion d'en reparler parce que d'ici le repêchage, on va pas mal tourner le TSLH podcast vers le contenu repêchage. On va en faire pas mal. Oui. On a des petits projets d'épisodes avec les boys du TSLH Espoir. Fait que restez à l'affût. Abonnez-vous sur nos plateformes. Abonnez-vous sur YouTube. C'est dans pas long, le repêchage. Ouais, c'est dans pas long le repêchage. Puis, en tout cas, on se croise les doigts. On se croise les doigts non seulement pour être là, mais pour être là avec des privilèges. Ouais. All right. Donc, merci à tous ceux qui écoutent. Merci aussi pour vos commentaires sur Twitter. C'est toujours apprécié. Là, les gens, présentement, l'aspect repêchage, espoir, c'est très à la mode sur les réseaux sociaux à cause du CH qui repêche premier. Puis on apprécie toujours discuter dans le respect. N'hésitez pas à nous poser des questions. On va vous répondre. Il n'y a vraiment pas de trouble. On ne se sent pas attaqué dans ce temps-là. Là. On va vous répondre avec la meilleure connaissance qu'on a. Puis ça nous fait tout le temps plaisir. Fait que voilà. Un gros merci à tous. Puis on se revoit dans le prochain épisode. Bye.